C'est une annonce assez spectaculaire. Washington, Londres, Paris et même Berlin donnent maintenant le feu vert à Kiev pour utiliser leurs armes longue portée et frapper des cibles militaires en Russie. Absolument. Un changement potentiellement majeur. On va essayer de décortiquer ça aujourd'hui, de voir ce que ça implique vraiment. On s'appuie pour ça sur une analyse assez pointue du spectacle militaire. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre ce qui change, quelles armes sont concernées, la réaction russe aussi, j'imagine, et les risques. C'est ça. Qu'est-ce que ça change concrètement par rapport à avant? Parce que c'est pas la première fois qu'on en parle. Justement, il y avait déjà eu des autorisations, je crois, fin 2023. C'était quoi la différence en fait? La différence, elle est fondamentale. Avant, c'était très très limité, les zones occupées, ou alors vraiment juste à la frontière. Là, on parle de pouvoir viser des bases aériennes, des dépôts, des centres de commandement, loin, à l'intérieur de la Russie non occupée. Ah oui, d'accord. Donc des cibles qui étaient un peu des sanctuaires jusqu'ici. Exactement. Elles deviennent des cibles légitimes. C'est une contrainte majeure qui saute, quoi, pour les Ukrainiens. Bon, j'imagine qu'à Moscou, ça n'a pas dû plaire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Le Kremlin, par la voix de Peskov, parle de décisions dangereuses. Ils disent que ça nuit aux efforts de paix. Bon, efforts de paix que l'Occident juge inexistants, mais passons. Et bien sûr, la menace d'escalade. Classique. Voilà. Mais faut voir le contexte. Ce feu vert, il arrive aussi après une intensification des frappes russes. Il y a eu une vague record de drones Shahed iraniens sur l'Ukraine, par exemple. Donc, c'est aussi une forme de réponse, hein. Et la menace nucléaire, ils en parlent encore? Toujours. La doctrine russe, elle prévoit une réponse nucléaire si des missiles balistiques frappent leur territoire. Il mentionne même les pays fournisseurs. C'est une forme d'intimidation, on la connaît. Mais est-ce que c'est vraiment crédible face à des puissances nucléaires comme la France ou les États-Unis? La probabilité réelle d'emploi, elle reste très faible. C'est surtout de la posture. Ce qui est plus probable, ce sont des réponses conventionnelles ou asymétriques plus fortes. Pas forcément le nucléaire tactique tout de suite. D'accord. Alors l'arsenal, concrètement, on parle de quelles armes qui ont cette nouvelle liberté de frappe? Alors, on a d'abord les missiles de croisière qu'ils ont déjà. Le Storm Shadow britannique et le Scalp français. C'est les mêmes en gros. Portée officielle plus de 250 km, peut-être plus si ce sont des versions non-export, et ils ont cette ogive Broach, conçue pour pénétrer les cibles durcies. Mhm. Et puis il y a l'Atax-EMS américain, ça c'est un missile balistique tactique, très rapide, Mach 3, porté jusqu'à 300 km, donc déjà, avec ça, l'Ukraine peut toucher pas mal de choses. D'accord. Et le fameux Taurus allemand? On en parle beaucoup, mais il est toujours pas livré, c'est ça? C'est la grande question. Berlin a changé sa position sur l'autorisation de frapper en Russie, ça c'est nouveau. Mais sur la livraison du Taurus lui-même, ça reste flou. Le chancelier Merz reste prudent officiellement pour pas informer Poutine. Mais s'il le recevait, ce Taurus, il apporterait quoi de plus en Ukraine? Ah, là ce serait un vrai bond qualitatif. La portée d'abord. Plus de 500 km. Mais c'est surtout son ogive, Mephisto. C'est une charge en tandem, hyper pénétrante. Elle peut, traverser plusieurs couches pour atteindre un point précis dans un bunker, par exemple. Ah ouais, quand même. Et son guidage est très avancé. GPS, inertiel, recalage sur le terrain, imageur infrarouge à la fin. Très dur à brouiller. Donc oui, ce serait une capacité redoutable. Bon, au-delà de la technique, comment l'Allemagne et les autres justifient ce pas supplémentaire? Parce que ça augmente quand même le risque d'escalade, non? L'argument principal, c'est la légitime défense. Le chancelier allemand l'a dit, l'Ukraine doit pouvoir se défendre. Et pour ça, elle doit pouvoir frapper l'agresseur là où il prépare ses attaques, c'est-à-dire aussi sur son sol. Logique de défense étendue, en quelque sorte? C'est ça. Et ils insistent beaucoup sur la différence d'approche. L'Ukraine viserait des cibles militaires, alors que la Russie, elle, est accusée de viser délibérément les civils. La source mentionne d'ailleurs les milliers de victimes civiles en Ukraine. D'accord, donc l'idée, c'est de permettre à Kiev de faire le ménage derrière les lignes russes. C'est quoi les effets attendus? Exactement. Pouvoir neutraliser les bases aériennes d'où partent les avions russes avec leurs bombes planantes, par exemple. Celles qui font beaucoup de dégâts actuellement. Détruire les dépôts de munitions, les centres logistiques importants. Ça représente beaucoup de cibles potentielles, hein? Oui, l'ISW, un think tank américain, en avait identifié plus de 245 dès août 2024. Donc l'objectif, c'est vraiment d'alléger la pression sur le front ukrainien et aussi potentiellement de réduire la capacité russe à mener ce qu'ils appellent des attaques terroristes contre les civils. Donc pour résumer, les alliés occidentaux font un pari. Ils estiment que les bénéfices pour la défense ukrainienne dépassent maintenant les risques d'escalade face à une Russie qui continue son agression.
C'est tout à fait ça. Un calcul risque-bénéfice qui a évolué. La défense de l'Ukraine passe désormais, selon eux, par la capacité à frapper l'agresseur chez lui, pour neutraliser la menace à la source. C'est potentiellement une nouvelle phase du conflit qui s'ouvre. Ce qui nous amène à la question clé, finalement. Au-delà de la rhétorique nucléaire de Moscou, qu'on entend souvent, et des menaces, comment cette nouvelle capacité ukrainienne va-t-elle vraiment changer les choses sur le terrain? Est-ce que ça va modifier le calcul stratégique russe ou est-ce que Moscou va juste s'adapter